Bonjour à tous et bienvenue sur Mystérieuses Affaires Criminelles. Aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez une chose. Parfois, ce ne sont pas nos ennemis qui nous détruisent, mais ceux que l'on croyait aimer, ceux à qui l'on confie nos secrets, nos rêves, notre vie. Car la trahison ne vient jamais d'un inconnu. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'imaginable. Une jeune femme, pleine de vie, a vécu ses dernières heures dans une horreur que même ses bourreaux n'auraient peut-être pas souhaité à leur pire ennemi. Et le plus glaçant, c'est que tout cela n'a été rendu possible que parce qu'elle avait confiance. Alors, avant de plonger ensemble dans cette affaire glaçante, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de la partager autour de vous, parce que certaines histoires doivent être entendues. Préparez-vous à découvrir une vérité brûlante, littéralement. Kimberly Antonakos a vu le jour en 1974 à New York, la ville qui ne dort jamais. Mais pour elle, tout a commencé dans un cocon, un monde protégé. Tout le monde l'appelait Kim. Elle était fille unique, l'unique étoile de ses parents. Son père, Thomas, un homme d'affaires brillant, avait d'abord misé sur l'immobilier. Mais à la naissance de sa fille, il a tout changé. Il s'est lancé dans l'informatique, un secteur en pleine ébullition à l'époque, un choix stratégique, visionnaire même. Résultat, la famille ne manquait de rien, et Kim, elle était littéralement choyée, gâtée. Le moindre de ses désirs devenait une mission pour son père. Mais voilà, le tableau n'était pas totalement idyllique. Le couple n'a pas survécu aux premières années. Les parents ont divorcé alors que Kim n'avait qu'1 an. À peine le temps d'apprendre à marcher qu'elle vivait déjà entre 2 foyers. Elle grandissait avec sa mère, mais passait les week-ends avec Thomas. Et pour ce père, chaque minute comptait. Chaque seconde avec sa fille, c'était un trésor, un moment à chérir. Et puis un jour, la donne a changé. La mère de Kim a décidé de déménager. Direction la Floride. Nouveau départ, nouvel homme. Elle voulait reconstruire sa vie ailleurs. Mais cette fois, elle a laissé le choix à sa fille. Rester avec elle ou partir vivre avec son père. Et devinez quoi? Kim n'a pas hésité une seule seconde. Elle a choisi New York, sa ville, ses repères, ses souvenirs, et surtout, son père. Cette décision, aussi simple soit-elle, a bouleversé leur relation. Elle l'a solidifiée, renforcée. Kim et Thomas sont devenus fusionnels, complices comme rarement un père et une fille peuvent l'être, à tel point que la jeune femme lui lançait souvent en riant « Papa, promets-moi de ne jamais te remarier ». Elle avait peur qu'une autre femme vienne briser cette harmonie sacrée. Cette bulle, rien qu'à eux. À 20 ans, Kim était étudiante dans un collège renommé à New York. Une jeune femme solaire, belle, charismatique. Elle rayonnait, toujours le sourire aux lèvres, gentille, vive, curieuse. Peut-être un peu trop. Elle faisait partie de ces êtres lumineux qu'on remarque dès qu'ils entrent dans une pièce. Un petit bout de femme débordant de joie et d'innocence. Ses parents l'avaient toujours protégée. Trop, peut-être. Elle n'avait pas connu les coups durs, pas les mensonges, pas la noirceur du monde. On lui évitait les galères, on réglait tout pour elle. Alors Kim, elle avait gardé son cœur ouvert, beaucoup trop ouvert, pour ce que la vie allait lui réserver. En 1994, Kim a exprimé un désir clair. Elle voulait enfin voler de ses propres ailes, emménager dans son propre appartement et vivre seule. Elle en a parlé à son père. Et Thomas a d'abord été réticent, très réticent. Il s'inquiétait pour sa sécurité. À ses yeux, sa fille restait fragile, naïve, et le monde bien trop cruel. Mais il savait aussi qu'elle avait 20 ans, qu'elle devait apprendre à être indépendante, à bâtir sa propre vie. Alors, malgré ses peurs, malgré l'angoisse qui le rongeait, il a cédé, parce qu'il ne voulait pas la contrarier, parce qu'il l'aimait plus que tout. Ils sont donc partis ensemble, à la recherche d'un logement. Et Thomas a veillé à tout. Il lui a choisi un appartement dans un quartier calme et sécurisé, en plein cœur de la ville. Pas question de laisser sa fille s'installer n'importe où. Il a aussi acheté pour elle une place de parking privée juste en face de l'immeuble. Il voulait qu'elle puisse garer sa voiture sans stress, sans danger. Et ce n'est pas tout. Pour qu'elle puisse rester en contact avec lui à tout moment, il lui a offert un téléphone portable. Nous sommes ici au milieu des années 90, une époque où les portables n'étaient ni courants ni modernes,
Pas d'écran tactile, pas de messagerie instantanée, juste la possibilité d'appeler. Mais à cette époque, c'était déjà énorme. C'était un geste fort, un symbole de protection. Thomas a même fait mieux. Il a offert à Kim un chiot, un pitbull. Il s'est dit qu'elle se sentirait plus en sécurité avec un compagnon à quatre pattes. Et qu'en grandissant, ce chien pourrait la défendre en cas de problème. Et il avait ses raisons de s'inquiéter. Thomas connaissait les mauvais choix amoureux de sa fille. Il avait vu passer certains garçons, parfois violents, parfois manipulateurs. Des hommes qui ne la méritaient pas. Il voulait la protéger. Il lui avait même proposé de revenir vivre avec lui ou de travailler dans l'entreprise familiale. Mais Kim refusait. Elle voulait tracer sa propre route, faire ses propres choix, vivre librement. Il la laissait faire, sans jamais la forcer, parce qu'il la respectait. À cette époque, la jeune femme vivait comme beaucoup d'étudiantes. Soirées entre amis, musique, liberté, envie d'indépendance. Elle avait trouvé un petit job de comptable à mi-temps dans un bureau, une routine tranquille, en apparence. Mais ce que Kim ne savait pas, c'est que parmi les gens en qui elle avait placé sa confiance, se cachaient des traîtres, des êtres sans pitié, et que son destin allait prendre une tournure tragique. Le 28 février 1995, elle est sortie comme souvent pour une soirée entre amis. Elle était accompagnée de sa fidèle amie, Liz. Les deux jeunes femmes ont dansé, ri, profité de leur jeunesse. Mais le 1er mars, le lendemain matin, Kim ne s'est pas présentée à son travail, et ses collègues ont tout de suite remarqué son absence. L'absence de Kim a rapidement inquiété. Son responsable, ne parvenant pas à la joindre, a fini par appeler directement Thomas, son père. Peut-être pensait-il que Kim était simplement malade, qu'elle n'avait pas eu la force de prévenir son bureau. Mais au lieu de rassurer, l'appel a jeté Thomas dans un état de panique. Lui non plus n'avait plus eu de nouvelles de sa fille depuis la nuit du 28 février. Il avait essayé de la joindre, plusieurs fois, sans succès. Pas un message, pas un appel, rien. Affolé, Thomas a commencé à appeler tous les amis de sa fille, un par un. Mais personne, absolument personne ne l'avait revue depuis qu'elle avait quitté la fête, tôt le matin du 1er mars. Convaincu qu'il se passait quelque chose de grave, Thomas n'a pas attendu. Il s'est rendu immédiatement au poste de police. Il fallait agir vite. Mais la réponse des autorités a été glaçante. Une jeune femme majeure, disparue après une soirée. Pas d'accident, pas de preuve d'enlèvement. Elle avait tout à fait le droit de disparaître volontairement, de passer la nuit ailleurs, de s'éloigner sans prévenir. Il fallait attendre au moins 24 heures avant de pouvoir la déclarer officiellement disparue. Mais Thomas savait. Il sentait que ce n'était pas normal. Alors il n'a pas attendu les 24 heures. Il a pris les choses en main. Il a formé son propre groupe de recherche, avec les amis les plus proches de Kim. Première étape, le parking, juste devant l'appartement de sa fille. Et là, un détail glaçant. La place de parking était vide. La Honda Accord que Thomas lui avait offerte avait disparu. Et dans l'appartement, aucun signe de passage. Rien n'indiquait que Kim était rentrée chez elle après la fête. Fort de ces nouveaux éléments, Thomas est retourné au commissariat. Il a insisté, supplié, récité les faits. Mais les policiers sont restés fermes. Il fallait encore attendre. Alors Thomas a poursuivi son enquête, seul. Il a visité les bars, les rues, les coins que sa fille fréquentait. Il a interrogé des inconnus. Il a fouillé, questionné, insisté. Et c'est finalement grâce à sa persévérance qu'il a croisé le chemin d'un détective. Un homme qui lui aussi a senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le policier a écouté Thomas, et malgré les procédures habituelles, il a décidé d'agir sans attendre. Première mission, éliminer l'hypothèse d'une fugue. Il a vérifié les relevés bancaires de Kim. Aucune transaction. Aucune activité sur sa carte depuis le soir de sa disparition. Il a ensuite contacté toutes ses amies, une à une. Et plus il avançait, plus l'affaire lui semblait louche. Mais personne, absolument personne ne savait ce qu'était devenu Kim après ce moment-là. Aucune trace. Aucun témoin. Rien. Le détective, déterminé à comprendre ce qui avait pu se passer, a alors décidé de retracer précisément les dernières heures connues de la jeune femme. Peut-être que le moindre détail allait révéler un indice. L'enquête a rapidement permis d'établir qu'au matin du 28 février,
Kim avait suivi ses cours comme d'habitude au collège. Rien d'anormal. Après sa journée d'études, elle s'était rendue à son travail. Là encore, comportement habituel. Puis, en soirée, elle avait contacté son amie Liz Pace. Comme souvent, les deux jeunes femmes avaient prévu de sortir ensemble. Elles étaient inséparables en soirée. Elles sont donc parties à une fête où elles ont ri, dansé, bu un peu. L'ambiance était détendue. Rien ne laissait présager le drame à venir. Vers 4 heures du matin, elles ont décidé de rentrer. Kim a raccompagné Liz chez elle. Son appartement n'était qu'à quelques pâtés de maison de celui de Kim. Liz est descendue de voiture. Elle a salué son amie, comme d'habitude. Et c'est à ce moment précis que Kim a disparu. Elle a redémarré, a pris la route vers chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Ce que Liz ignorait à ce moment-là, c'est que c'était la dernière fois qu'elle voyait son amie en vie. Même si Kim avait pris le volant alors qu'elle avait bu, la question que se posait désormais le détective était simple. Que s'est-il passé entre ce trajet de quelques minutes et son arrivée prévue à l'appartement? Le détective s'est donc rendu sur place. Il a inspecté le garage près du domicile de Kim. Il a observé chaque recoin, chaque trace possible. Et c'est là qu'il a trouvé un indice. Au sol, il a repéré une boucle d'oreille en or. Petite, discrète, mais bien réelle. Thomas, informé immédiatement, l'a reconnue. C'était bien à sa fille. Et quand Liz l'a vue à son tour, elle a confirmé que Kim la portait lors de la soirée. Aucun signe de lutte, aucune trace de pneu, aucune éraflure, aucun cri signalé. Rien. Tout laissait croire que la voiture avait simplement disparu. Et pourtant, cette boucle d'oreille, elle, était restée là, comme un vestige. Un fragment de ce qui allait devenir un cauchemar. Très vite, une hypothèse a émergé. Kim avait peut-être été victime d'un vol. Un vol qui aurait mal tourné. À ce stade, d'autres enquêteurs ont enfin été mobilisés. Il y avait désormais des raisons sérieuses de croire à un enlèvement. Les recherches ont été intensifiées. Les policiers ont commencé à écumer les casses automobiles, les dépôts de métaux, tous les endroits où une Honda Accord blanche aurait pu être revendue, démontée ou abandonnée. Mais tout était vain. La voiture semblait s'être volatilisée. Face à l'inefficacité des recherches, Thomas a pris une décision forte. Il a contacté ses avocats et il a lancé un appel à l'aide au FBI, car au fond, au-delà de cette Honda disparue, il y avait surtout une absence totale d'indices. Grâce à son amie Liz, les enquêteurs ont pu reconstituer avec précision la tenue que portait Kim le soir de sa disparition. Ce détail allait permettre de créer un portrait descriptif pour alerter la population et recueillir d'éventuels témoignages. Les détectives ont également appris que Kim avait 2 tatouages. L'un représentait un symbole de l'infini, à l'intérieur duquel se trouvait un couple nu enlacé. L'autre, un scorpion, son signe astrologique. Petit à petit, le puzzle se mettait en place. Les policiers ont ensuite tenté d'accéder à son téléphone portable, mais c'est en se rendant dans son appartement qu'ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Il y avait, dans le salon, un téléphone fixe, et ce téléphone avait émis 65 appels dans la matinée suivant la disparition. Mais ce n'est pas cela qui a le plus surpris les officiers. Non, c'est le fait que l'appartement n'était pas vide. En réalité, une famille entière y vivait. La colocataire occasionnelle de Kim, April, son compagnon Joshua Torres et leur petit garçon de 2 ans. Le couple a expliqué qu'ils s'étaient temporairement installés là, le temps que le sol de leur propre logement soit refait. Ils n'avaient nulle part où aller, et Kim, fidèle à elle-même, les avait accueillis à bras ouverts. Elle leur avait même cédé une chambre. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils vivaient chez elle. Eux aussi s'étaient inquiétés de sa disparition. Depuis le soir de la fête, ils n'avaient plus eu aucun contact avec elle, et la situation commençait à leur paraître très étrange. Thomas, de son côté, connaissait l'existence de cette cohabitation, mais il s'y était toujours opposé. Il avait prévenu sa fille, ouvrir sa porte à une famille entière était risqué. Mais Kim, fidèle à ses valeurs, refusait de laisser une amie dans le besoin. Évidemment, la première chose que les enquêteurs ont faite a été d'interroger April et Joshua. Pourquoi 65 appels ce matin-là? À qui? Pourquoi si soudain? Joshua s'est défendu. Il a dit que Kim était comme une petite sœur pour lui. Quand elle n'était pas rentrée,
Il s'était inquiété et avait commencé à appeler tous ses proches, ses amis, ses contacts. Il voulait la retrouver. Il disait l'avoir protégée comme un membre de sa propre famille. Le lendemain de la disparition, la mère de Kim a été informée. Elle a sauté dans le premier avion en provenance de Floride. Dès son arrivée, elle s'est installée dans l'appartement de sa fille. Le couple April et Joshua, bien qu'encore suspect aux yeux des enquêteurs, a été prié de quitter les lieux. La mère, dévastée, s'est jointe aux recherches. Elle ne pouvait pas rester là, sans rien faire. Et puis un jour, dans un mélange de désespoir et d'espoir, une amie lui a suggéré de consulter une voyante. Une idée folle. Mais dans ces moments-là, on s'accroche à tout. Elle s'y est rendue. Elle a apporté une photo de sa fille. Elle a supplié qu'on l'aide à la retrouver. La voyante l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Votre fille est toujours en vie, mais elle est en grand danger. Elle est faible, déshydratée, elle a très froid. Le temps presse. Un espoir. Fragile, mais suffisant pour relancer la course contre la montre. La voyante n'avait pas terminé. Selon elle, Kim avait été enlevée par des personnes qu'elle connaissait. Elle avait tenté de s'enfuir. Elle avait résisté, mais on l'avait rattrapée et ligotée. La voyante, en état de transe presque fiévreuse, répétait sans cesse une chose. « Je vois une lettre J, c'est quelqu'un de jeune, un homme. Et son nom commence par J, c'est lui, le principal coupable. » Des paroles floues, mais qui allaient devenir cruciales. La mère de Kim, bouleversée mais déterminée, a immédiatement rapporté ces révélations à la police. C'était maigre, mystique, imprécis. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. Les enquêteurs, poussés par l'urgence, ont fait un choix risqué. Ils ont décidé de diffuser ces informations publiquement, même si elles venaient d'une source non conventionnelle. Et dès le lendemain, les médias new-yorkais s'en sont emparés. La lettre J, un ravisseur présumé, un danger imminent. L'affaire a fait l'effet d'une bombe. Les citoyens ont commencé à parler, à spéculer. Les lignes téléphoniques de la police ont explosé d'appels. Et c'est précisément à ce moment-là que l'affaire a basculé. Le 4 mars, dans le quartier de Queens, vers 2 heures du matin, un incendie violent s'est déclaré dans une vieille maison abandonnée, située sur la 86e avenue. Le feu était impressionnant, dévorant rapidement l'immeuble. Plusieurs unités de pompiers ont dû intervenir. Un témoin, un habitant du coin, a raconté qu'il promenait son chien à proximité, peu avant le drame. Le chien n'arrêtait pas de grogner et d'aboyer en direction de cette maison. Il était agité, nerveux, alors que tout semblait calme. La bâtisse semblait inhabitée, sale, délabrée, sans signe de vie. Mais sa taille et sa structure ont nécessité une mobilisation massive pour éteindre le brasier. Et une fois les flammes maîtrisées, les véritables horreurs ont commencé à émerger. Les enquêteurs, accompagnés des pompiers, ont commencé à fouiller les décombres fumants. Tout indiquait que personne ne vivait ici depuis longtemps. Mais lorsqu'ils ont atteint le sous-sol, leur progression a soudain été stoppée net. Ils sont tombés sur une scène terrifiante. Dans les profondeurs du sous-sol, les secours ont découvert un corps carbonisé. Un cadavre réduit à l'état de cendre et de chair brûlée. Le feu avait été si violent qu'il était presque impossible de déterminer le sexe de la victime. Mais un détail a immédiatement attiré l'attention. De longs cheveux foncés, encore partiellement intacts, flottaient autour du crâne calciné. Et puis l'horreur s'est intensifiée. La victime était attachée à une chaise. Les médecins légistes, en inspectant les restes, ont confirmé que les poignets et les chevilles étaient liés. Et même après la mort, ses bras étaient restés noués dans le dos. Cela ne faisait aucun doute. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre avec préméditation. Mais le plus atroce, c'est ce que les experts ont découvert dans les poumons de la victime. Ils étaient remplis de suie et de fumée. Cela voulait dire une chose terrifiante. Elle était encore vivante lorsque le feu a été allumé. Elle avait été brûlée vive. L'enquête a révélé que l'incendie avait été provoqué volontairement. Quelqu'un avait aspergé la pièce d'un liquide inflammable, puis avait mis le feu avant de disparaître. Mais dans cet amas de cendres, qui était la victime? Le corps était trop endommagé pour permettre une identification visuelle. Les policiers ont pensé à Kim, disparue depuis plusieurs jours, comme candidate la plus probable. Mais ils avaient besoin de preuves concrètes. Le détective s'est alors tourné vers Thomas, le père. Il lui a confié ses soupçons et lui a demandé les dossiers dentaires de sa fille.
Pendant ce temps, les experts médico-légaux ont poursuivi leurs examens sur les restes calcinés. Et au milieu du cauchemar, ils ont trouvé 2 tatouages. L'un représentait le symbole de l'infini, avec un couple nu enlacé. L'autre, plus discret, représentait un scorpion, exactement comme ceux décrits auparavant. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. Les archives dentaires ont confirmé les pires craintes des enquêteurs. Le corps retrouvé dans le sous-sol de cette maison abandonnée à Queens était bien celui de Kimberly Antonakos. La police, bien décidée à ne rien laisser au hasard, a tenté de prélever des empreintes digitales dans le garage où Kim aurait dû garer sa voiture, ainsi que sur les lieux de l'incendie. Mais rien. Les experts en criminalistique n'ont rien trouvé. Pas une seule empreinte exploitable. Tout avait été soigneusement nettoyé, ou bien le ou les coupables avaient porté des gants. Quoi qu'il en soit, le crime avait été préparé, avec méthode et froideur. Et soudain, un détail est revenu dans les esprits, le témoignage du voisin avec son chien. Cela faisait plusieurs jours que l'animal s'arrêtait devant cette maison, agité, nerveux. Il n'arrêtait pas d'aboyer, et désormais, l'explication faisait froid dans le dos. Kim était en vie, dans ce sous-sol, et elle appelait à l'aide. Mais sa voix, étouffée par les murs et noyée dans les bruits de la ville, n'a jamais été entendue par des oreilles humaines. Le chien, lui, l'avait senti. Il l'avait entendu. Il avait compris. Mais personne n'a réagi. La police a alors pris contact avec le propriétaire de la maison incendiée. L'homme, totalement abasourdi, a expliqué qu'il avait mis le bien en vente depuis longtemps. Il ne s'y rendait plus lui-même, mais envoyait régulièrement un assistant pour s'assurer que tout allait bien, vérifier les portes, les fenêtres, récupérer le courrier. Et c'est là que les choses deviennent tragiques. Pendant les jours où Kim a été séquestré, le propriétaire ou son assistant étaient bel et bien venus sur place. Ils avaient fait le tour de la maison. Ils ont récupéré les lettres, jeté un œil au volet, et ils sont repartis. À quelques mètres, la jeune femme était là, enchaînée, vivante, et en train de supplier qu'on la sauve. Un seul pas vers le sous-sol, et elle aurait pu être libérée. Mais ce pas n'a jamais été franchi. Kim était à un souffle du salut, et pourtant, elle n'a jamais été secourue. Avec toutes les preuves détruites par le feu, l'enquête est redevenue un labyrinthe sans issue. Les enquêteurs désespérés et la famille anéantie n'ont eu d'autre choix que de retourner voir la voyante. Cette fois, la femme a parlé d'un groupe. Je vois 4 personnes impliquées. Et encore une fois, la lettre J. Mais même si les visions concordaient avec certaines intuitions, la police ne pouvait pas agir uniquement sur la base de déclarations ésotériques. Aucune preuve matérielle, aucun témoin direct, aucune piste solide. Face à l'impasse, Thomas, le père de Kim, a décidé de frapper fort. Il a annoncé une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à l'arrestation du ou des responsables. L'enquête a alors repris une nouvelle tournure. Les policiers sont retournés aux faits, minutieusement. Et c'est dans les détails que quelque chose d'inhabituel a surgi. Le jour de la disparition de Kim, Thomas était rentré chez lui, et en consultant son répondeur téléphonique, il a découvert 2 messages troublants. Pas de voix, pas de menace, juste du silence. 2 appels muets. Sur le moment, cela lui avait paru étrange, mais les enquêteurs, eux, ont perçu une autre possibilité. Et si Kim avait essayé d'appeler à l'aide, mais qu'elle n'avait pas pu parler? Ou pire, et si les ravisseurs avaient tenté d'appeler pour réclamer une rançon, mais qu'un imprévu les avait forcés à abandonner? Problème de réseau, de courage, d'interruption? Personne ne le saura jamais. Mais ces appels, eux, allaient jouer un rôle crucial dans la suite. Pendant ce temps, les rumeurs ont explosé dans les rues de New York. Quand l'affaire est devenue publique, certaines personnes ont commencé à accuser. Thomas lui-même. On racontait qu'il était un riche homme d'affaires, lié à la mafia locale. Que la mort de sa fille n'était qu'un règlement de compte. La douleur du père s'est alors transformée en cauchemar. Mais la police a vérifié chaque élément, chaque lien supposé. Et les preuves ont été formelles. Thomas n'avait aucun lien avec le crime organisé. Puis un nouveau rebondissement. Quelques jours plus tard, la voiture de Kim a été retrouvée. La Honda Accord blanche, garée dans une ruelle calme, loin du lieu de l'incendie. Elle était là depuis plusieurs jours, mais personne ne s'en était soucié. Aucun avis de recherche
n'avaient été diffusées publiquement concernant le véhicule. C'est finalement un résident inquiet qui a alerté la police. La voiture semblait abandonnée. Depuis près d'une semaine, les détectives se sont immédiatement rendus sur place. Et dans l'habitacle, ils ont trouvé la seconde boucle d'oreille en or de Kim, celle qui manquait. Mais ce n'est pas tout. Dans le coffre, des cheveux, des empreintes digitales, des indices. Et pourtant, malgré ces éléments prometteurs, l'enquête s'est de nouveau figée. Pendant 6 longs mois, rien n'a bougé. Pas de nouveaux suspects, pas de pistes concrètes. Jusqu'au 6 septembre 1995. Ce jour-là, une femme et un homme se sont présentés au commissariat. Ils ont affirmé que l'un de leurs amis communs se serait vanté d'avoir tué Kimberly, un certain Joshua Torres, le même Joshua Torres que Kim avait généreusement accueilli chez elle, avec sa compagne et leur petit garçon. Le choc était immense. Les enquêteurs l'ont convoqué immédiatement, et cette fois, ils avaient des questions bien plus précises à lui poser. Lors de son nouvel interrogatoire, Joshua a maintenu sa version des faits. Le matin de la disparition de Kim, il aurait tenté d'appeler plusieurs de ses amis pour comprendre où elle se trouvait. Selon lui, un seul n'avait pas décroché. Un jeune homme d'origine russe, un ancien petit ami de Kim, surnommé le psychopathe. Joshua a insisté sur le fait que la jeune femme avait peur de cet homme, qu'elle l'évitait, qu'il était instable. Il a ajouté qu'il avait vu, ce même jour, un groupe de jeunes Russes rôder dans leur quartier à bord d'une voiture suspecte. Cette révélation a piqué la curiosité de Thomas. Comme toujours, il ne s'est pas contenté d'attendre. Il a pris l'adresse fournie par Joshua et s'est rendu lui-même au domicile du dénommé psychopathe. Mais le jeune homme était absent. Thomas a alors interrogé les voisins. Tous décrivaient un personnage renfermé, asocial, inquiétant. Mais personne ne savait où il était allé. Ce n'est que le lendemain que le père en deuil est tombé nez à nez avec le garçon. Et contre toute attente, il a réussi à le convaincre d'accompagner la police pour un interrogatoire. Au commissariat, les détectives ont immédiatement repéré un tatouage sur la jambe du jeune homme. 3 lettres, K-I-M. Un détail troublant. Il a tenté de justifier « Ce n'est pas pour elle, ce sont les initiales de mon ami d'enfance ». Mais l'explication sonnait faux. Pourtant, au fil de l'interrogatoire, rien n'a semblé accuser directement le suspect. Il a fourni un alibi solide, et celui-ci a été vérifié et confirmé. À contre-cœur, les enquêteurs ont dû l'écarter de la liste des suspects. Mais l'affaire allait bientôt rebondir. En analysant les appels passés depuis le téléphone fixe de Kim le matin de sa disparition, un détail glaçant est apparu. Joshua avait menti. Il avait affirmé avoir contacté les amis de la victime. Mais la vérité, c'est que la majorité des appels avaient été passés à des numéros appartenant à des femmes qu'elle ne connaissait pas. Des numéros sans aucun lien avec Kim. Pourquoi mentir sur un détail aussi crucial? Les policiers ont alors décidé d'aller plus loin. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas encore courants. Mais les beepers, ces petits boîtiers permettant d'envoyer et recevoir de courts messages, étaient monnaie courante. Et Joshua en possédait un. En accédant à l'historique de son beeper, les enquêteurs ont découvert qu'au matin du 1er mars, Joshua avait envoyé plusieurs messages suspects, alors qu'il se trouvait dans l'appartement même de Kim. Interrogé sur le contenu de ces messages, Joshua s'est montré évasif. Il a tenté de minimiser, affirmant qu'il restait en contact avec des amis. Mais plus il parlait, plus ses réponses devenaient floues. Et là, une évidence a refait surface. Joshua Torres, J, la lettre J que la voyante n'avait cessé de répéter. Encore et encore, tout commençait à converger. En creusant davantage sur Joshua Torres, les enquêteurs ont dressé un portrait qui, petit à petit, devenait celui d'un suspect parfait. Il ne travaillait pas. Il vivait au crochet de sa compagne, April, qui subvenait aux besoins de leur enfant. Pendant qu'elle était absente toute la journée, lui restait à la maison. Libre, disponible, sans alibi réel, et avec tout le temps nécessaire pour organiser un enlèvement, observer sa cible, planifier le pire. Les policiers étaient de plus en plus convaincus que Joshua n'était pas seulement impliqué. Il était le cerveau, mais il fallait le faire craquer. Ils ont donc écarté officiellement le psychopathe russe de la liste des suspects
et ont confronté Joshua à ses incohérences. Sous pression, il a changé de version. Cette fois, il a affirmé que ce n'était pas lui, mais des amis à lui qui pourraient être responsables. Il parlait de 3 hommes qui, selon lui, avaient attrapé Kim sur le parking et l'avaient forcé à monter dans le coffre de sa propre voiture. Le premier nom à sortir, Julio Negron. Les policiers ont vite confirmé que Julio avait eu une brève relation avec Kim. Il avait même parlé de mariage. Mais elle ne partageait pas ses sentiments. Elle avait mis fin à l'histoire. Sous pression, Julio a fini par avouer sa participation à l'enlèvement. Il a reconnu qu'il voulait seulement obtenir une rançon. « On n'a jamais voulu la tuer », a-t-il dit. Le plan était juste de soutirer de l'argent à son père et de la relâcher. Mais tout a mal tourné. La tension montait d'un cran. Et bientôt, April, la compagne de Joshua, a livré un témoignage déterminant. Elle s'est souvenue que le jour où Kim a été déclaré disparu, Joshua et ses amis étaient devant la télé, lorsqu'un flash info a évoqué un suspect dont le prénom commençait par la lettre J. À cet instant précis, l'un des hommes s'est levé brusquement, nerveux, et a demandé aux autres de le suivre dehors. Ce jeune homme de 19 ans, c'était Nicholas Liberty, surnommé Jay. Le même prénom, la même initiale, celle dont la voyante avait parlé encore et encore. Plus tard, ce même jour, le corps de Kim a été retrouvé brûlé dans le sous-sol. Alors, avait-il paniqué? Avait-il décidé de tout faire disparaître dans les flammes pour ne pas laisser de traces? Les policiers étaient désormais convaincus que oui. L'enquête a également révélé qu'un autre homme, José Negron, 26 ans, sans lien familial avec Julio malgré leur nom commun, faisait aussi partie de cette bande. Tous étaient proches de Joshua Torres, et tous avaient un passé trouble, petits délits, vols, agressions, mais rien qui préparait à la barbarie qu'ils avaient infligée à Kim. Puis un détail glaçant a émergé à propos de Nicholas Liberty. Quelques jours avant le meurtre, il avait été libéré sous caution, bien qu'il soit accusé d'un braquage armé dans la maison d'un ami, où il avait menacé la mère de celui-ci avec une arme à feu. Un crime passible de 25 ans de prison. Mais Nicholas s'en est sorti avec une amende de seulement 1 000 $, grâce à un excellent avocat engagé par sa mère. La justice venait de lui apprendre qu'il pouvait tout oser, sans conséquence. Alors, enivré par ce sentiment d'impunité, Nicholas Liberty a décidé de se lancer dans une opération encore plus ambitieuse. L'enlèvement de la fille d'un riche homme d'affaires. Et selon les preuves recueillies, Joshua Torres était bien l'instigateur de toute cette affaire. C'est lui qui avait eu l'idée. Lui qui connaissait les habitudes de Kim. Lui qui avait pensé qu'il pourrait demander une rançon à son père. Et c'est lui aussi qui l'a perdu. Le jeune homme surveillait les déplacements de Kim et avait prévenu ses connaissances du moment où elle rentrerait de la soirée. L'enquête a révélé que Joshua avait eu un passé judiciaire chargé, marqué par plusieurs incidents dès l'adolescence. À 17 ans, il avait été impliqué dans une affaire d'enlèvement, mais, en raison de son âge et de la complexité du dossier, il avait été condamné à 5 ans avec sursis. Par la suite, il a été brièvement incarcéré à la suite d'accusations d'inconduite envers une mineure, ce qui lui a valu 60 jours de détention. 1 an plus tard, il a purgé une peine de 18 mois pour détention illégale d'armes à feu. Il était connu pour fréquenter un groupe de jeunes hommes, une sorte de petite bande. Après son premier contact avec la police dans le cadre de l'enquête sur Kim, Joshua a disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs ont alors interrogé sa compagne, April, et ont découvert qu'elle avait, sans le savoir, servi d'alibi. Joshua coordonnait les faits à distance, depuis leur domicile. Il avait même organisé l'enlèvement d'une amie proche de sa compagne, sans que celle-ci n'en ait conscience. Grâce aux messages échangés via beeper et aux aveux des personnes impliquées, la police a pu comprendre l'ensemble du plan. Ils ont également appris que les jeunes hommes avaient commencé à suivre Kim dès la fête. Ils s'étaient comportés de manière discrète et distante, attendant simplement qu'elle quitte les lieux pour ensuite la suivre jusqu'à chez elle. 4 personnes impliquées ont été identifiées. Mais à ce moment-là, l'un d'eux, José, était déjà décédé. Le 23 juin, soit 3 mois après les faits, il a été attaqué dans la rue, alors qu'il tenait un enfant dans les bras. Il a perdu la vie dans des circonstances troubles. Bien que personne n'ait assisté directement à la scène, les enquêteurs ont supposé que Joshua avait pu vouloir empêcher José de parler.
ce dernier ayant exprimé des remords et manifesté l'envie de se confier à la police. Les 3 autres membres du groupe ont été arrêtés, puis inculpés pour enlèvement, séquestration, incendie criminel et homicide. Une fois en garde à vue, ils ont fini par collaborer avec la police et raconter en détail ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que, dans le garage proche de chez Kim, ils l'avaient approchée discrètement. Elle a tenté de se défendre, a réagi avec force, mais ils ont rapidement pris le dessus. Ils ont utilisé du ruban adhésif pour l'immobiliser, bâillonnant partiellement son visage et limitant ses mouvements. Ils l'ont ensuite transportée dans le coffre de son véhicule, puis emmenée dans une maison désaffectée. Sur place, elle a été installée au sous-sol, assise, les pieds nus pour éviter qu'elle ne fasse du bruit. Ils lui ont simplement dit que son père leur devait de l'argent, avant de la laisser seule pendant 3 jours. Le chef du groupe avait confié à Julio la tâche de veiller sur Kim, lui apporter de l'eau, de la nourriture, s'assurer qu'elle tienne le coup. Mais Julio a eu peur d'être repéré par la police et il n'est jamais descendu la voir. Résultat, la jeune femme est restée sans boire, sans manger, grelottant dans le froid, appelant à l'aide chaque fois un peu plus faible. Dès son arrivée dans la maison abandonnée, les ravisseurs ont contacté Joshua pour l'informer que tout était prêt. Joshua a alors enregistré un message audio dans lequel il exigeait 75 000 $ de rançon. Il a tenté de joindre le père de Kim et a laissé ce message sur son répondeur. Mais il s'est trompé dans le timing, si bien que le message n'a pas été enregistré. Il a recommencé mais s'est de nouveau trompé, et seule une bande silencieuse a été captée. Résultat, personne n'a entendu la demande de rançon et le père de Kim n'a jamais su qu'elle était retenue en vie. Pendant ce temps, Kim, la bouche partiellement obstruée, luttait pour respirer. Elle perdait connaissance par moments, mais son corps résistait encore. Les ravisseurs, pensant que le père ignorait volontairement leurs appels, ont cru à un refus. Ils ne savaient même pas que leur message n'était jamais passé. Frustrés, ils ont décidé de relâcher Kim. Mais lorsqu'ils sont descendus au sous-sol, elle ne réagissait plus. Ils ont cru qu'elle était décédée. Mais les experts légistes ont plus tard révélé qu'elle était seulement inconsciente, affaiblie par le froid, la faim, la déshydratation et l'épuisement. Avant même cela, les criminels avaient prévu de brûler la maison pour effacer les traces. Et désormais, convaincus qu'elle n'était plus en vie, ils ont choisi de mettre le feu au bâtiment sans attendre, scellant définitivement son sort. L'affaire a été qualifiée par l'opinion publique de l'un des crimes les plus choquants de l'histoire du Queens. Des appels à la peine capitale ont fusé, mais celle-ci était interdite dans l'État. Le rôle de Joshua restait central, bien que ce dernier n'ait pas participé directement à l'exécution du plan final. C'est sa compagne, April, qui a témoigné contre lui lors du procès. Elle a expliqué qu'il lui avait avoué son implication, puis avait tenté de la faire taire par la violence. Joshua a pris la fuite, mais les enquêteurs ont utilisé April pour le piéger et le faire arrêter. Lors de l'interrogatoire, Joshua a nié toute responsabilité dans la mort de Kim. Il a rejeté la faute sur les autres membres du groupe, mais en apprenant cela, Julio a décidé de coopérer avec les autorités. Il a raconté toute l'histoire et a répété ses déclarations devant la cour, ce qui a permis de condamner Joshua pour plusieurs chefs d'accusation, à l'exception du meurtre. Joshua a été condamné à 58 ans de prison. Nicholas, également reconnu coupable, a reçu la même peine. Julio, dont le rôle était plus limité, a été condamné à une peine de 2 à 6 ans d'emprisonnement. Lors de l'anniversaire de Kim, juste après le procès, Thomas s'est rendu sur la tombe de sa fille. Il voulait lui dire qu'il avait tenu sa promesse, qu'il avait fait condamner ceux qui l'avaient détruite. Il a continué à se battre, mais en 2005, il est décédé d'un cancer. Beaucoup pensent que le drame avait profondément affecté sa santé. En prison, Nicholas a été la cible de violences et de mauvais traitements. 2 ans après le début de sa peine, il est décédé des suites d'une maladie. Julio, lui, a purgé 2 années avant d'être libéré. Quant à Joshua, il ne pourra espérer une libération qu'en 2053. C'est ainsi que se termine cette triste affaire. Partagez votre avis en commentaire. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre attention.